Je prends la parole cet après-midi, mandaté par l'Union fait la nation pour donner son point de vue sur le scandale ICC qui secoue l'opinion publique et la République. Vous seriez fondé, et vous l'êtes, à vous demander pourquoi avoir laissé passer tout ce temps depuis que l'affaire a éclaté avant de réagir. Et vous auriez raison. Je voudrais dire à ce sujet qu'en réalité, c'est l'Union fait la nation qui, la première, a décidé de faire une marche de solidarité avec les victimes de cette affaire. Cette marche aurait dû avoir lieu lundi de la semaine dernière. Nous y avons finalement renoncé. Pourquoi? Nous y avons renoncé pour ne pas rentrer dans la logique de provocation qui est celle du pouvoir en place. Vous avez observé en effet que chaque fois que l'opposition organise une manifestation, le pouvoir Yaïboni se dépêche d'organiser une contre-manifestation le même jour, à la même heure et souvent sur les mêmes lieux. C'est ce que nous appelons la logique de confrontation. Car lorsque des militants de chacun des deux camps se rencontrent à un tel endroit, il est facile de deviner que ce n'est pas pour se faire des bisous. Et singulièrement dans cette affaire-là, si nous avions organisé, nous autres, une marche de solidarité ce jour-là avec les victimes, vraisemblablement, les marcheurs de la mouvance auraient créé des incidents préjudiciables à l'ordre public et à la paix dans notre pays. Ce sont des irresponsables. Et comme nous autres, nous ne sommes pas des irresponsables, comme l'Union fait la nation est quand même composée dans ces structures par un ancien chef d'État, par 3 anciens présidents de l'Assemblée nationale, par des anciens ministres, par des députés, puisque l'Union fait la nation constitue un parti de gouvernement, nous avions l'obligation non seulement d'éviter la logique de provocation, mais de nous donner le temps, le recul nécessaire pour nous informer, pour faire des investigations et pour recueillir les éléments qui nous permettent de donner notre point de vue sans grand risque de contestation. Et pour ma part, vous me connaissez, je ne dis jamais rien en public qui ne puisse être vérifié. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons pris un peu de temps avant de nous présenter à vous aujourd'hui. Nos premiers mots sur cette affaire seront des mots de compassion et de solidarité à l'endroit des victimes. En effet, c'est par centaines de milliers que se chiffre le nombre de nos compatriotes victimes directes ou indirectes du scandale ICC. On ne compte pas le nombre de pères de famille, le nombre de mères de famille, le nombre de nos sœurs, de nos frères, des travailleurs, des étudiants et j'en passe, qui se trouvent aujourd'hui spoliés
aucune fraction de la classe sociale de notre pays n'est épargnée. Je voudrais, au nom de l'Union fait la Nation, leur présenter nos sentiments de solidarité et de sympathie. Les sommes escroquées s'élèvent, d'après nos sources, à plus de 100 milliards de francs CFA. Nous exprimons donc notre compassion à nos compatriotes, mais nous exprimons aussi notre compassion à l'ensemble de notre peuple, car il n'y a pas si longtemps encore, le Bénin était partout présenté comme un modèle de démocratie, comme un modèle de gouvernance, et voici qu'aujourd'hui, la presse internationale ne parle plus de nous que comme étant les champions du scandale financier. Notre peuple mérite mieux et nous nous devions de lui présenter aussi notre compassion. Scandale ICC, de quoi s'agit-il en réalité, chers amis? ICC est une ONG créée sous le régime de la loi de 1901, c'est-à-dire une simple association. Cette simple association s'est livrée à des activités de collecte d'épargne. Au Bénin, dans notre pays, la collecte d'épargne est régie par deux lois. Il y a la loi du 27 juillet 1990 qui porte réglementation bancaire et il y a la loi du 8 août 1997 qui porte réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. Au terme de la première de ces lois, pour collecter des fonds de façon habituelle et professionnelle, il faut être une banque. Ce n'est pas le cas de ICC. Par dérogation à cette première loi, la deuxième loi que j'ai citée dispose que les mutuelles et coopératives d'épargne peuvent solliciter des fonds. Mais pour se prévaloir de la qualité de mutuelle, de la qualité de coopérative, il faut que la structure concernée ait été formée sous forme de tutelle ou de coopérative. Ce n'est pas non plus le cas d'ICC. Et enfin, encore à titre dérogatoire, pour favoriser l'épargne de proximité, la deuxième loi que j'ai citée a prévu que même si une structure n'est ni une banque, ni une mutuelle, ni une coopérative, eh bien, ces structures peuvent se voir octroyer le droit de collecter des fonds, mais alors par une convention signée avec le ministre des Finances et de l'Économie après avis préalable de la BCEAO. Ce n'est pas non plus le cas d'ICC. Par conséquent, force nous est de dire que ICC a opéré en toute illégalité. Ces activités-là consistent en gros en quoi? À appâter les épargnants en leur proposant des taux d'intérêt mirifiques. Des taux d'intérêt mirifiques. 100%, 200%. Ces taux ne sont possibles que grâce à une collecte permanente et plus rapide que les remboursements. Pour pouvoir rembourser quelqu'un qui a déposé son argent au taux de 100% ou de 200% en un an, pour y arriver, il faut nécessairement que ce soit à la suite d'une collecte permanente massive, plus rapide que le rythme des remboursements. Ça marche un certain temps.
mais ça finit toujours par s'écrouler. Les banquiers appellent cela épargne pyramidale. En prenant l'image de la pyramide qui s'écroule. Et plus techniquement, ils appellent cela la chaîne de Ponzi. Ponzi est le nom du célèbre escroc américain qui a initié pour la première fois le système. C'est joliment dit, n'est-ce pas? Épargne pyramidale, chaîne de Ponzi. Mais les juristes et les pénalistes surtout, eux, ils n'appellent un chat qu'un chat. Quand c'est un chat, on dit c'est un chat. Et les juristes disent que ça, c'est de l'escroquerie à grande échelle. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, puisqu'il s'agit d'escroquerie, il faut démontrer qu'il s'agit d'une escroquerie. J'ai dit tout à l'heure que le procédé est celui de la collecte à grande échelle. Vous avez vu, vous avez entendu, 150 000 épargnants, et certainement plus. 100 milliards de fonds collectés. Chers amis, ce ne fut pas dans la clandestinité. Ces fonds ont été collectés sur la place publique, avec des spots et des encarts publicitaires à la télévision, à la radio, avec mention et indication des taux d'intérêt servis, je l'ai dit tout à l'heure, 100%, 200% à l'année. Donc ce n'était pas une activité clandestine, c'était une activité exercée au vu et au su de tout le monde. C'est une activité qui a été protégée par le pouvoir pendant 4 ans. En effet, ICC a commencé ses activités en 2006, dès l'avènement du régime Yaïbouni. Les ministres des Finances s'appelaient à cette époque Irénée Koupaki et Lawani. C'est donc eux qui auraient dû signer la convention autorisant ICC à opérer. Ils n'ont rien dit. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait, avant la convention, l'avis du directeur national de la BCEAO. Le directeur national de la BCEAO à l'époque, jusqu'à une date récente, s'appelle Marcel de Souza. Chers amis, cette activité s'est poursuivie jusqu'en octobre 2009 et c'est en janvier 2010, que la cellule de surveillance des structures financières décentralisées a diligenté une soi-disant mission d'information pour savoir ce que fait ICC, c'est-à-dire il y a seulement quelques mois. Et à la suite de cette mission, le gouvernement a adressé de simples injonctions aux dirigeants d'ICC. Savez-vous pour quel motif? Parce que le gouvernement a des difficultés à rencontrer ses dirigeants. Ce que je dis là, je ne l'invente pas. Il suffit que vous preniez la réponse aux questions orales. La réponse faite par le gouvernement aux questions orales des députés hier, et que j'ai sur moi que je vais vous communiquer. Ces réponses-là sont dans la réponse du gouvernement. À savoir que c'est seulement en octobre 2009 et en janvier 2010 qu'ils se sont préoccupés de savoir ce que fait ICC. À savoir qu'ils ont envoyé sur place une mission d'information, que la mission d'information n'a pas réussi à rencontrer les dirigeants d'ICC et qu'on s'est contenté donc
de leur adresser une injonction. À quoi moi j'aurais répondu qu'il leur suffisait, pour rencontrer les dirigeants d'ICC, d'aller s'asseoir à la présidence de la République. Ils les auraient certainement rencontrés. Cette activité, en effet, a bénéficié de la couverture officielle du gouvernement. Je dis bien la couverture officielle du gouvernement. Comment? Voilà une ONG qui opère en toute illégalité, mais à la disposition de laquelle le gouvernement a mis du personnel de sécurité. Le gouvernement a mis la police et la gendarmerie pour protéger leurs activités. Le gouvernement les a autorisés à détenir et à porter des armes. Donc, c'est sous la couverture la plus officielle et avec la protection la plus officielle que ICC a opéré. Ces activités-là, je suis désolé de le dire, ont été exercées avec la caution morale du président de la République. En effet, il reçoit les dirigeants d'ICC en audience publique, télévisée, radiodiffusée, avec déclaration à la sortie. Cela n'a pu que rassurer les pauvres épargnants. Si le président de la République, banquier devant l'Éternel, reçoit ces gens-là, c'est qu'ils sont bons. En tous les cas, c'est la réponse que nombreux de petits épargnants m'ont fait ces jours-ci. Mais comment pouvions-nous le savoir? Puisque nous voyons qu'ils étaient reçus à la présidence de la République, nous ne pouvions pas penser que leurs activités étaient une activité illégale. Chers amis, ces collectes de fonds, il faut le dire, ont profité au gouvernement et à sa propagande. Vous avez vu du matériel de propagande fabriqué à l'effigie du président de la République par ICC, matériel distribué dans et à partir de la présidence de la République. Des pagnes, des calendriers, du vin, du champagne. Vous savez également que de nombreuses manifestations organisées par la mouvance présidentielle, et les tournées en particulier, ont été prises en charge par ICC. Et nos investigations nous ont permis de découvrir que des proches parents du président de la République sont directement impliqués dans les activités d'ICC et de ses filiales, notamment la société Nouvelle Alliance du Bénin. Chers amis, voilà de quoi il s'agit. Ce scandale n'est que le dernier en date des scandales de corruption, de détournement, de prévarication qui ont jalonné les 4 années du régime du changement. Dois-je vous rappeler le scandale des licences GSM, dont nous savons aujourd'hui que les conditions dans lesquelles les licences ont été accordées font perdre au Trésor public chaque année 84 milliards de nos francs. Dois-je rappeler le scandale de la Sonapra, où le ministre des Travaux publics, alors directeur général de cette unité, a détourné des centaines de millions, ainsi que l'attestent les rapports des commissaires aux comptes. Cela fait 2 ans que j'en fais état. Personne n'a encore levé le plus petit doigt pour m'apporter la contradiction. Dois-je rappeler plus près de vous encore le scandale de la SENSAD, avec les surfacturations, CIC, salles de conférences
et les exonérations accordées à tour de bras aux amis. Dois-je vous parler du scandale du patrimoine immobilier de l'État? Cela viendra bientôt, car comme vous le savez, l'État est propriétaire de vastes domaines sur le front de mer de Cotonou. Et cela coûte cher. Le mètre carré, ici, le mètre carré coûte plus d'1 million de francs. Le mètre carré. Et ces domaines-là ont été morcelés, vendus à des ministres, à des amis, pour des sommes dérisoires. Ce qui coûte 100 millions a été acheté à 10 millions, à 5 millions, alors que le petit travailleur béninois qui achète sa parcelle de terrain dans les marécages à Cotonou doit débourser au moins 5 ou 10 millions pour avoir son coin de marécage. Dois-je parler du scandale des machines agricoles surfacturées de plus de 5 milliards? Si je devais continuer, la liste serait longue et je n'en finirai pas. Nous avons élu le président de la République pour que ça change. Il nous avait dit, ça va changer, ça peut changer, ça doit changer. Et en fait de changement, nous constatons que notre gouvernement est devenu la caverne d'Ali Baba. Alors, chers amis, puisque le mal est fait, puisque des victimes existent, puisque des préjudices ont été causés aux Béninoises et aux Béninois, il faut les rembourser. Est-ce qu'on peut laisser cela comme ça? Il faut les rembourser. Des pères de famille, des petits travailleurs, des paysans, des étudiants même, qui ont mis qui 500 000, qui 1 million, qui 1 million 500 000, se trouvent aujourd'hui spoliés. Il faut les rembourser. Alors, qui doit les rembourser? Je crois que la justice et l'équité veulent que les premiers qui soient astreints à rembourser soient ceux qui ont protégé ICC, qui ont couvert ses activités, qui ont profité de ses largesses. Et par conséquent, oui, l'Union fait la nation dit que c'est le docteur Yaïboni en personne qui doit commencer à rembourser de ses deniers, de sa poche, les pauvres épargnants. Nous disons ensuite que doivent rembourser les ministres concernés, car c'était à eux d'empêcher ICC de travailler, d'empêcher ICC de fonctionner comme elle l'a fait. Ils ne l'ont pas fait. Il faut qu'ils payent. Ils en ont les moyens. Ceux qui ont bénéficié de largesse d'ICC doivent payer, et il s'agit évidemment aussi des dirigeants de la société elle-même. Chers amis, si on ne commence pas par là, il n'y a pas de justice. Si on ne commence pas par là, il n'y a pas d'exemplarité. Et bientôt, d'autres ICC vont sortir dans notre champ d'actualité. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous avons élu le chef de l'État pour qu'il protège le peuple, pour qu'il travaille dans l'intérêt du peuple, et non pas pour qu'il protège les escrocs. Ce faisant, il a violé son serment, il a violé la Constitution, il a trahi la confiance placée en lui par le peuple, et il doit être poursuivi devant la haute cour de justice, lui et ses complices. Telle est notre position. Alors, comme vous le savez, on ne peut plus gouverner nos pays, même républiques bananières, comme on les gouvernait il y a 50 ans. C'est le cinquantenaire bientôt. Mais on ne peut plus gouverner le Bénin comme on l'a gouverné il y a 50 ans. Aujourd'hui, chacun doit répondre de ce qu'il fait. Et c'est parce que le gouvernement sait que la sanction est inéluctable, qu'elle tombera tôt ou tard, que le gouvernement est en train
de s'agiter pour retarder l'échéance, pour étouffer la vérité. Vous savez, la vérité, c'est comme la fumée, vous mettez le panier dessus, ça sort de tous côtés. Ce dossier est déjà au niveau de la presse internationale. Qu'est-ce qu'on veut cacher encore? Et c'est parce qu'ils espèrent cacher la vérité, retarder l'échéance, qu'ils ont commencé par bâillonner les libertés publiques. Ils ont interdit à la presse d'en parler, sous peine de menace. Comme je vous l'ai dit, le dossier est déjà connu. Ils interdisent aux victimes de s'organiser pour défendre leurs intérêts. Ils sont obligés, pour se défendre, de rentrer dans les structures préparées par l'État. Et le gouvernement organise des marches bidons pour camoufler le crime économique. Comment les victimes d'une escroquerie peuvent-elles se mettre à marcher pour soutenir le principal responsable de l'escroquerie dont ils ont été victimes? Le gouvernement fait des arrestations folkloriques. Vous avez appris, on a arrêté Zizindokwe, on a arrêté le procureur général, on a arrêté je ne sais plus qui. Mais pourquoi? On n'a pas commencé par arrêter les vrais responsables et on prend, comme d'habitude, des lampistes. Et vous allez entendre, dans quelques jours, Zizindokwe va être relâché. Dans quelques jours, le procureur général Amoussou va être relâché. Chers amis, donc c'est pour nous distraire qu'on est en train de les arrêter. Nous savons que Lawani a ouvert un cabinet de consultants et qu'il pratique tranquillement au Bénin, malgré les forfaits que le chef de l'État lui-même lui a reprochés. Voilà le régime du changement. Ils font des perquisitions pour que le bon peuple croit qu'ils sont à la recherche des éléments constitutifs du délit. Non, les perquisitions qu'ils font, pour nous autres, n'ont pour but que de détruire les preuves de leurs crimes avant que la justice ne s'en empare. Et enfin, ils interdisent aux forces publiques de nous prononcer sous peine d'être sanctionnés. Chers amis, l'Union fait la nation leur dit tout de suite, ils ont échoué. Vive la démocratie et vive le Bénin, nous poursuivrons notre action. Merci.